Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, 14 morts et plusieurs blessés dans l'accident survenu à Yamongs et à Koungheul. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, au chevet des victimes hier soir, sur les lieux du drame, El Malick Ndiaye a constaté la gravité de l'accident. Dans la foulée, il a annoncé une batterie de mesures à suivre sa réaction en début de journal. 60% des travailleurs sont sous contrat et ils ne disposent d'aucune protection sociale. La CNTS, l'UNSAS, la CNTS FC, la CSA et l'UDTS dénoncent la situation des travailleurs à moins d'une semaine de la fête internationale du travail. La coalition des centrales syndicales était en conférence de presse aujourd'hui. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accompli la prière du vendredi à la mosquée omarienne. C'était en présence de l'imam Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Madani Tall. Le chef de l'État s'engage à poursuivre les travaux. Il a sollicité des prières auprès du Khalif. Et puis en fin d'édition, votre rubrique culture du vendredi, récit d'un voyage à Ounfani. C'est le titre de l'ouvrage d'un jeune auteur, Aliou Koumé, publié aux éditions Harmattan. L'auteur retrace son voyage. C'est celui qui a introduit la Tidjania en Afrique de l'Ouest, découvert à la suite par le fondateur de Medina Gounass. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. 14 morts et plusieurs blessés dans l'accident survenu hier à Yamong, c'est à Koungheul. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, au chevet des victimes sur les lieux du drame, El Malick Ndiaye, a constaté la gravité de l'accident. Il a annoncé la mise en place d'un projet de diversification des centres de contrôle technique de véhicules. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant permanent à Kaffrine, Boubacar Falbob. L'état de la vitesse, l'excès de vitesse entre autres, le comportement du chauffeur. Parce que plus de 90% des accidents sont d'ordre comportemental. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à faire. Nous allons travailler. Nous sommes venus déjà avec un projet très clair là-dessus. Et nous allons travailler de manière rapide et accélérée sur la diversification des centres de contrôle technique modernes au niveau au moins des 8 pôles régionaux, ensuite des 14 régions. Revoir la périodicité des visites. Nous allons accélérer le processus de la digitalisation intégrale d'obtention de titres, à savoir les permis, les cartes grises entre autres. 60% des travailleurs sont sous contrat et ils ne disposent d'aucune protection sociale. La révélation a été faite ce matin par la coalition des centrales syndicales face à la presse. La CNTS, l'UNSAS, la CNTS FC, la CSA et l'UDTS dénoncent la situation des travailleurs. À quelques jours de la fête du travail, ses membres insistent sur leurs revendications. Ils interpellent le chef de l'État, Aïssatou Ka et Moussa Fall. La coalition des confédérations syndicales sénégalaises hausse le ton. Les travailleurs déplient leurs conditions de travail. Le secrétaire général adjoint de la CSA. Le chômage s'est amplifié et la précarité a gagné du terrain. La situation des travailleuses et travailleurs est devenue dramatique. Plus de 60% d'entre eux sont sous contrat d'intérim et ne disposant d'aucune protection sociale. Leurs droits sont bafoués dans de nombreuses entreprises. Les libertés comme celle de manifester et de faire la grève, droits fondamentaux consacrés par la Constitution, sont violés. Le secrétaire exige au gouvernement le respect des accords signés. La coalition des centrales syndicales appelle à des réformes novatrices dans les relations professionnelles. À travers un nouveau contrat social fondé sur un partenariat responsable visant le renforcement du pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs, le dialogue social, le pouvoir de négociation des organisations syndicales.
la coalition exige de l'État l'application de tous les accords signés avec les syndicats des secteurs de l'enseignement, de la santé, de la justice, des collectivités territoriales, des transports, ainsi que l'application de toutes les décisions de justice. La coalition des confédérations syndicales sénégalaises étale également ses différentes revendications. Il s'agira de procéder à la baisse des prix des denrées de première nécessité, à la baisse de la fiscalité sur les salaires, à la baisse des coûts de l'électricité, de l'eau et du téléphone. Il s'agira aussi de lutter contre les invasions sociales dans les entreprises, de lutter contre la précarisation des emplois dans la fonction publique. Les centrales syndicalistes ont fait bloc pour exprimer leurs doléances qui seront largement mieux rendues publiques le 1er mai, jour qui coïncide avec la Journée internationale du travail. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions, les travailleurs municipaux de Rufisque dénoncent entre autres l'absence de bulletins de salaire, un papier précieux et important. Constat, certaines entreprises refusent de délivrer les bulletins de salaire de leurs agents, un document indispensable dans la vie socio-économique du travailleur. Dans les rues de la capitale, les citoyens interrogés par Aïssatou Kane parlent de méconnaissance du droit. Regardez. En ville, derrière cette façade dynamique des travailleurs se cachent parfois des réalités bien plus sombres. C'est le cas pour ce chauffeur au visage marqué par des années qui a été victime des manœuvres sournoises d'un chef d'entreprise privé d'accès à son bulletin de salaire. On était là devant une situation mais impuissant, on était obligé de travailler parce que tu ne peux pas laisser ton travail pour dire que je n'ai pas de bulletin de salaire, ce sera encore plus grave. Tu ne sais même pas où tu vas faire des réclamations pour qu'on te rétablisse dans tes droits. C'est ça le problème. Le grand problème au Sénégal, tu sais que ton employeur, il n'est pas dans les règles, mais est-ce que tu vas pour réclamer tes droits? Pourtant, sur la même allée, un fonctionnaire redresse fièrement les épaules, conscient de ses droits fondamentaux. Chaque travailleur a droit à un bulletin de salaire. Il n'est pas normal qu'on leur refuse ce qui leur revient de droit. Si un travailleur remplit ses devoirs et a besoin de son bulletin de salaire, il doit forcément l'avoir. C'est forcé. Mais la lutte pour la justice salariale ne s'arrête pas là. Pour ce transitaire, le bulletin de salaire devrait être automatique. Priver un employé de ce document, c'est le priver de ses avantages légitimes. C'est dommage que 70% des Sénégalais qui n'ont pas de bulletin de salaire, quand tu vas à la banque pour un prêt, il te faut un bulletin de salaire. Donc le bulletin de salaire, il est très important parce que ça te permet de faire tes cotisations à l'IPRES, préparer ta retraite et éventuellement avoir une couverture maladie. C'est une situation qu'il faut apprendre à remédier parce que en fait, ces travailleurs-là sont lésés à cause du manque de bulletins de salaire. Depuis le mois de janvier, des travailleurs municipaux de Rufisque se retrouvent dans l'impasse, incapables de recevoir leur bulletin de salaire, une anomalie qui jette une lumière crue sur les lacunes d'un système défaillant où l'opacité règne en maître. La série de nominations des directeurs généraux par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, continue de faire débat. Est-ce le début de la rupture des promesses électorales? Pour certains, le nouveau gouvernement s'est heurté à la réalité du pouvoir et pour d'autres, la pertinence n'est pas de faire un appel à candidature, mais plutôt il faut choisir des hommes qualifiés pour les postes. Illustration dans ce reportage signé par Mariama Diallo et Seleman Diallo. De l'appel à candidature à la nomination des directeurs généraux de certains postes stratégiques, la polémique enfle chez les populations trouvées en face de la grande mosquée de Dakar. Mamadou Ndiaye Chérif affirme que la rupture n'était qu'une promesse électorale. Promettre la rupture n'était que de la politique politicienne. Ils ne peuvent pas réaliser ces promesses parce qu'ils sont incompétents. Ils ne font que tâtonner et ce sera un malheur pour notre pays. Son collègue d'à côté ne le voit pas ainsi. Pour lui, choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut est le plus important.
Il y a des gars compétents qu'on a pris et qui veulent travailler et qui veulent leur pays, n'est-ce pas? Donc, où est le problème? Il n'y a pas de problème, ma fille. Laissons-les travailler. Hein? Il y a des gens qu'il faut, compétents. Il faut qu'on les laisse travailler. Il faut qu'on travaille. Laissez les gens travailler. On a mis des gars compétents et des gars qu'il faut. Appel d'offres, que ce soit moi, je ne vois pas. Ce que je veux, c'est ce que je t'ai dit tout de suite là. Laissez les gens travailler. Ils sont nouveaux. Ils doivent faire. Ils aiment leur pays. On les laisse travailler. Hassan Tagué, lui, dit être déçu par cette décision. Il appelle l'État du Sénégal à respecter ses promesses. Nous avons vu des informations concernant l'illumination et ils ne nous avaient pas dit cela. Ils ne font que copier ce qui était déjà là. Il faut qu'ils essaient de respecter leurs paroles. Sinon, ils risquent de perdre la confiance des Sénégalais. Ces actes me déçoivent énormément parce qu'ils donnent raison à ceux qui nous disaient qu'ils ne connaissent pas comment fonctionne un État. Pour certains citoyens rencontrés, il est difficile de tenir ses promesses face aux réalités du pouvoir. Cependant, ils attendent des résultats positifs. À Mbacké, les artisans du bois sont dans le désarroi total, une situation due au PEJA, projet sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel. Ce projet, financé par l'État du Sénégal et appuyé par la Banque mondiale à hauteur de 30 milliards de francs CFA, connaît des difficultés dans le Baol. Les artisans du bois invitent le gouvernement à auditer ce projet dédié à l'emploi des jeunes, n'est-ce pas, Gora Naglo? Initié par l'État du Sénégal sous l'appui de la Banque mondiale, le projet sur l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel PEJA peine à prendre son envol dans le Baol, d'où l'invite des maîtres menuisiers à revoir la copie de ce projet dédié à l'artisanat. Ñu gëna bett moy dañu xey suba teel rek ñu accélérer formation bi ñu wara former xalé yi. Depuis l'arrivée du projet PEJA, nous rencontrons d'énormes difficultés. Nous faisons notre mieux pour respecter le bon fonctionnement du projet de l'employabilité des jeunes. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté que les formateurs veulent accélérer le processus, ce qui n'est pas du tout logique. D'ailleurs, c'est ce vendredi que nous allons fermer le chapitre entrepreneuriat afin de commencer le volet alphabétisation. Chaque élève percevait 2500 francs pour assurer son transport et sa restauration. Mais les formateurs veulent donner en ce moment 350 francs CFA aux élèves, ce qui est inadmissible. Ainsi, les artisans du bois établis dans le Baol soulignent également des promesses non tenues pour la bonne marche du projet. C'est un peu différent. Une valeur de 1 200 000, 1 300 000. Le PEJA était un projet de rêve, mais au fur et à mesure du temps, nous avons su qu'il y a un problème. Certains maîtres menuisiers n'ont rien reçu. Et pire, il y a des surfacturations sur le matériel alloué aux artisans. Mais nous avons un jour vers 10h, 11h, Face à la presse, l'association des menuisiers du Baol invite le nouveau gouvernement à auditer le projet PEJA estimé à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Reparlons du Conseil des ministres d'avant-hier. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné des instructions au Premier ministre, au ministre en charge du commerce et de l'industrie, des finances et du budget et de l'agriculture de lui proposer avant le 15 mai prochain un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la vie chère. Au marché Sandaga de Dakar, les commerçants se disent prêts à respecter la décision du gouvernement, mais pour eux, il y a des préalables. Reportage Khadija Nadjouf. Les temps sont durs. Ici à Sandaga, le débat est sur toutes les lèvres. Le plus grand souhait de ces chefs de famille trouvés ici reste la baisse des prix des denrées alimentaires. Une mission que le gouvernement s'efforce d'accomplir avec une baisse des prix envisagée pour ce 15 mai. Une décision qui ne laisse pas les commerçants indifférents.
À la rue Grasland de Sandaga, les boutiques des grossistes sont alignées. Dans l'une d'entre elles, on calcule déjà les ventes de la journée. Ici, les commerçants sont prêts à respecter les prix qui seront fixés par l'État. Pour Ousmane Diop, c'est une obligation. Oui, mais c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Si l'offre est supérieure à la demande, vraiment, avec la concurrence, on est obligé de tout diminuer. Même si cette décision de baisser les prix pourrait bien les impacter, nous confie Mbaye Ndiaye, un grossiste. Nous avons une quantité de marchandises en stock. Si aujourd'hui on décide de baisser les prix sans subvention, ce sera difficile pour nous. Ces grossistes ne sont pas contre la baisse des prix annoncée par le gouvernement, mais pour eux, cela devrait remplir certaines conditions. Réunis, s'ils se réunissent avec les acteurs et trouvent un consensus, ce sera bien. Il faudra aussi que le gouvernement mette l'accent sur les taxes et impôts qui doivent aussi connaître une baisse. Des répercuter sur le coût. C'est bien possible, mais ce n'est pas une chose qu'on doit faire du jour au lendemain. Ça nécessite le respect de certaines conditions. Pour ne pas avoir des pertes sur les marchandises déjà achetées, les commerçants réclament l'octroi de subventions afin d'éviter toute perte. Khadija Diouf, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a accompli la prière du vendredi aujourd'hui à la mosquée omarienne de Dakar. C'était en présence de l'imam Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Madani Tall. Le chef de l'État s'engage à poursuivre les travaux. Il a sollicité des prières auprès du Khalife. Je vous propose d'écouter Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Mohamedou Rassoul Kane et Moussa Dia. liggéey gii di liggéey jumaa ji bu soobee Yàlla semaine bi xat na ba pare te semaine bi ci teggu sama agenda ni ma ko gisee tey ci suba ak li ma ci waajal mën na mu xat. Pour les travaux de la mosquée omarienne, je ferai de telle sorte qu'on puisse l'achever, malgré le fait que mon agenda soit chargé. Je verrai tout cela avec l'entrepreneur qui s'en occupe. Dès la semaine prochaine, nous allons poursuivre les travaux jusqu'à sa phase finale. dinaa ci def sama kéemtalaay kattan ba du taxawaat ba keroog muy pare te du bu paree rek ne suñu cër wala suñu liñ fi war a def jeex na déedéet. alaata ñu doon jot ci nguur dafa am lu ñu doon wax dañu wax ne diggante nguur ak këru diine yi. Je veux apporter une précision sur la question qui concerne l'État et la religion. Pour nous, l'État a une responsabilité envers les religieux parce que nous sommes là pour tous les citoyens et vous dire que toute personne qui œuvre dans le bien doit considérer cela comme un service qu'il rend à l'État. moom la nar a sukkandiku ëllëg pour tabax réew mi kon jàppalante gi ak waxtaan gi ma doon wax muy farata ci diggante ñi yor nguur gi ak ñi yor kilifa. Je pense que les autorités religieuses et étatiques doivent s'entraider, mais aussi nous devons préserver constamment ce dialogue qui existe déjà. C'est ce à quoi nous croyons. ci lu ñu mën a fësal ak ci lu ñu mënta fësal ci li ñeneen ñi mën a dégg ak ci lu ñuy waxtaanee ci suuf te bu ñu tënkee mu doon forcément njëriñ rek lay doon ci réew mi. La banque UBA a inauguré sa nouvelle agence sur l'avenue Léopold Sédar Senghor. Oui, désormais la direction de UBA qui était aux Almadies se trouve à Dakar Plateau. Écoutons respectivement Samba Fall, il est le directeur exécutif de UBA Sénégal, Hassan Gueye, adjoint au gouverneur de la région de Dakar, et Mbaye Silla Khouma, administrateur indépendant de UBA Sénégal. Leurs propos sont recueillis par Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. UBA est une banque panafricaine qui participe pleinement depuis 2009 au financement de l'économie sénégalaise. Cette agence est une nouvelle agence que nous déployons ici au plateau parce que nous pensons que nous devons marquer notre présence dans ce centre économique et donc nous avons un sentiment de fierté et vraiment de satisfaction d'avoir pu ouvrir cette agence
en présence de nos partenaires et des autorités administratives de la ville de Dakar. L'implantation de cette nouvelle unité de UBA Sénégal va renforcer l'offre de services bancaires au niveau de la région de Dakar, particulièrement au niveau du département de Dakar. Et comme nous le savons tous, maintenant nous sommes dans un monde où les exigences de qualité, mais également sont devenues un droit, mais également une exigence pour les citoyens. Ça va permettre non seulement d'offrir des services financiers de proximité, mais également de qualité aux clients et également aux usagers. Sur cette avenue qui est l'une des plus célèbres du Sénégal, toutes les banques, tous les sièges de ce que le Sénégal compte comme banque sont là. Il n'y a pas une seule banque absente de la place de l'indépendance jusqu'à là où nous sommes. Donc c'est un sentiment de fierté et un sentiment de joie de voir que nous sommes maintenant là où ça se joue. Parce qu'en fait, en matière de services, être dans des endroits faciles à localiser et faciles à s'y rendre, c'était important. Récit d'un voyage à Ounfani, c'est le titre de l'ouvrage d'un jeune auteur, Aliou Koumé, publié aux éditions Harmattan en février dernier. L'auteur retrace son voyage chez celui qui a introduit la Tidjaniya en Afrique de l'Ouest, découvert à la suite par le fondateur de Médina Gounass. La cérémonie de dédicace s'est tenue à quelques jours de l'ouverture du Dakar. Mamadou Dia. Oumfani, dans le désert en Mauritanie, vivait jadis en reclus un soufi de la Tidjaniya, Chérif Mohamedoul Hafaz Al-Alawi. Chérif Mohamedoul Hafaz, il est un Mauritanien, c'est un Alawi. Un Alawi, c'est le descendant d'Ali. Il est de Shingiti, originaire de Shingiti. Il a fait l'école coranique et après, c'était un grand muqaddam, un grand érudit d'Allah. Mais quand il a voulu accéder aux stations suprêmes, il a demandé au bon Dieu de le faire rencontrer avec un grand érudit d'Allah. C'est là qu'il a quitté Mauritanie pour aller à la Mecque. Et une fois à la Mecque, il a rencontré le compagnon de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui s'appelle Ali Kharazim, qui lui a amené à Fès. Il a rencontré Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Je pense que toute la jeunesse va être reconnaissante, te sera plutôt reconnaissante. Pourquoi? Parce que il est heureux qu'un jeune de son âge, qui aurait pu s'intéresser bien évidemment à d'autres questions tout aussi sérieuses et importantes, ait fait le choix de porter une réflexion sur cette personnalité à présenter comme modèle. Après de longs périples, Chérif Mohamedoul Hafaz Al-Alawi se retranche chez les rois du désert où il rend l'âme dans les années 1830. Sa tombe disparue sera découverte par le fondateur de Médina Gounass. Ce jeune auteur engage le voyage dans le désert à la découverte de Oumfani et du Chérif, un pèlerinage instructif qu'il partage généreusement avec toute la communauté tidjane à travers ce livre de 90 pages. Là, je me suis dit que comment ce grand homme-là, ce grand érudit d'Allah peut être là et nous, la nouvelle génération, on ne le connaît pas. Et Oumfani aussi, qui est une ville bénie, une ville située en plein désert, mais avec une grande dimension spirituelle, je me suis dit, là, il faut que je partage ce voyage-là avec la communauté musulmane, en particulier la communauté tidjane. C'est une belle contribution de Aliou Koumé pour tous les tidjanes, disons tous les musulmans. Nous avons un grand chantier, un legs à perpétuer. Chacun doit y apporter sa contribution, quel que soit le bord où il se trouve. Récit d'un voyage à Oumfani, premier livre de Aliou Koumé, certes, loin d'être une première expérience dans l'écriture, le jeune auteur, fonctionnaire public, a la plume facile. J'ai eu à publier plus de 20 articles, publiés soit dans la presse écrite, soit presse en ligne, et soit même partagés par les radios. Et d'ailleurs, je rappelle, en 2017, j'ai publié un article sur Thomas Sankara qui a été choisi parmi la RFI, parmi les articles les plus frappants sur Thomas Sankara en 2017. Donc, je peux dire que ce n'est pas ma première
ma première fois donc, dans l'écriture. Et il y a beaucoup d'œuvres aussi que j'ai rédigées. C'est déjà même préfacé qui sera donc publié dans les années à venir, Inch'Allah. Le choix de la date de la cérémonie de dédicace n'est pas anodin. Elle intervient à quelques jours du début du Dakar de Médina Gounass. L'auteur dit avoir bouclé son deuxième ouvrage, cette fois-ci sur la vie et l'œuvre de Thierno Mamadou Seydou Ba. Mamadou Dien, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la dernière partie de votre magazine RSA. Retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye. Bon week-end et bonsoir.